Alors, pour aborder la géologie de l'Atlantide et d'Atlantis, on va commencer par parler de son environnement géologique. Et donc, Platon nous dit que l'Atlantide est un pays montagneux qui est gorgé de métaux précieux. Alors, apparemment, ce sont des informations qui semblent être pertinentes pour lui. Donc, si on regarde un petit peu les cartes, on s'aperçoit que là où on pense que l'Atlantide se situe, sur la partie de l'Europe où elle devrait être, et de l'Afrique éventuellement, eh bien, on voit qu'éventuellement, c'est en Espagne, et en Espagne, la plaine andalouse, qui est la plus importante plaine d'Espagne, eh bien, est entourée de montagnes qui sont parfois très élevées, ça peut aller au-delà de 3000 mètres, si ma mémoire est bonne, y compris dans le sud de l'Espagne. Et il suffit d'aller en Espagne pour voir que c'est un pays très montagneux, hein. Il y a des montagnes partout, pratiquement. Il y en a bien plus qu'en France, où on a des plaines sur tout l'ouest du pays, où le massif central n'est pas très très élevé, comme on peut le voir par rapport aux montagnes espagnoles, ou l'Allemagne qui a des plaines dans le nord du pays, ou l'Angleterre qui est un pays où il y a beaucoup de plaines à l'est. Vous voyez que l'Espagne, en comparaison, il y a beaucoup de montagnes. Et puis, les métaux précieux, eh bien, ils sont extrêmement réputés en Espagne, parce que depuis l'époque des Grecs et des Romains, qui parlaient de Tartessos et de la Bétique, respectivement, eh bien, les métaux précieux étaient très réputés puisque, apparemment, il y en avait en quantité. C'est pas pour rien si les Grecs, les Romains, les Phéniciens, les Carthaginois ont voulu s'accaparer et conquérir cette partie de l'Espagne, dans la mesure où c'était gorgé de métaux précieux qui à l'époque étaient d'autant plus précieux que ça servait à produire des armes, que ce soit à l'âge du cuivre, mais surtout à l'âge du bronze, parce que le cuivre est encore un peu malléable, mais l'âge du bronze qui est un alliage entre du cuivre et de l'étain. Donc, vous voyez ici en jaune et en bleu sur cette carte des différentes mines de métaux. Eh bien, c'était d'autant plus important parce que ça permettait de faire des armes, d'entretenir des armées, de faire des conquêtes, de gagner donc des richesses sur les autres peuples. Et donc, on peut voir sur cette carte, ça fait le lien parfait, que l'Espagne regorge de mines, notamment dans la Sierra qui se trouve au nord de l'Andalousie, la Sierra Morena, donc si ma mémoire est bonne, et on voit que c'est là où il y a le plus de mines d'or, d'argent, de cuivre, et que ces mines andalouses, qui sont, qu'on appelle les mines du Rio Tinto, elles ont été exploitées depuis l'Antiquité, bien avant les Phéniciens, les Grecs ou les Romains, et qu'elles ont été exploitées, il y a tellement de métal, et de métaux, il y avait tellement de métaux dans ces mines du Rio Tinto, qu'elles ont été exploitées donc depuis des milliers d'années avant Jésus-Christ, et qu'on a arrêté leur exploitation seulement en 1996. Donc, ça vous donne une idée, en fin de compte, de leur richesse. Évidemment, quand on a des métaux, on peut faire de la métallurgie. Sinon, c'est difficile. Donc, vous voyez qu'il y en a sur tout le pourtour, en fin de compte, il y en a sur tout le pourtour de l'Espagne. Vous voyez. Euh, et, et qu'essentiellement, les principales sources de métaux se situent juste au nord de la côte d'Andalouse, ou en tout cas sur la Sierra Morena qui se trouve au nord de la plaine andalouse. Voilà. Donc apparemment, ça semble le critère est rempli. Alors pour continuer avec la géologie, Platon toujours dit qu'en Atlantide, les gens, les Atlantes utilisaient des pierres blanches, rouges et noires pour leur construction. Alors l'Espagne, elle est très montagneuse, donc déjà il y a beaucoup de pierres, puisque c'est sur les montagnes qu'on trouve les pierres en général. Et l'Andalousie en est entourée, avec des montagnes qui sont déjà très riches en métaux, mais en plus, si vous tapez une requête sur Google, pour voir les entreprises qui exploitent des carrières de pierre au jour d'aujourd'hui, vous allez tomber sur une particularité, c'est qu'il y a énormément de carrières de marbre en Andalousie. Et des marbres de toutes les couleurs, y compris des marbres blancs, des marbres rouges, c'est comme ça qu'ils s'appellent en plus, hein, et des marbres noirs. Donc vous avez donc
Et comme le marbre, c'est une des pierres qui était très utilisée depuis le néolithique, et notamment durant l'Antiquité égyptienne, grecque et romaine, c'était une pierre qui était réputée pour être un symbole de luxe. En fin de compte, c'est de ces pierres dont on faisait les temples. Les colonnes des temples sont faites de marbre, hein. Le Parthénon à Athènes, il est fait de marbre, donc ça, c'est encore un élément important que donne Platon, et c'est pour ça qu'il le décrit. C'est pas au hasard, c'est pas pour dire qu'il y avait des couleurs blanches, rouges et noires, c'est parce que c'est un élément important. Et il existe donc en Andalousie aujourd'hui beaucoup de carrières de marbre de toutes ces couleurs, donc du blanc, du rouge, du noir, de différents types, plus ou moins marbrés, plus ou moins profonds. Vous en avez une ici, hein, donc on voit que c'est vraiment bien blanc, hein, il n'y a pas de problème. Et je vous ai mis des exemples de carrières qui sont en activité encore, toujours. Alors ça va en termes de qualité, vous avez beaucoup de carrières de marbre, mais ça peut être aussi du travertin, de l'albâtre ou d'autres pierres qui peuvent être donc même plus ou moins précieuses en termes de coût, hein. Et donc vous voyez que donc ces marbres-là, vous avez l'exemple de la pierre, hein, qu'on trouve, donc le marbre blanc, vous voyez, le blanco, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le nom du type de marbre, le blanco de la carrière Pérez Garcia Almeria, Almeria qui est au sud de l'Andalousie, le marbre rouge Al-Andalus Pulido de la carrière Aguilera à Séville, et le marbre noir Negro Marquina de la carrière Pinsema à Alicante, voilà, qui est à l'est plutôt de l'Andalousie. Donc vous voyez qu'on trouve tous ces types de marbres, et il y en a bien d'autres, il y a bien d'autres carrières. Je vous incite à faire une recherche si vous voulez. Donc, si Platon a dit qu'il y avait des pierres blanches, rouges et noires en Atlantide, eh bien, en Andalousie, il y en a aussi. Alors, toujours dans l'environnement, la géologie, Platon nous dit que en Atlantide, il y a la présence de dépôts minéraux, en fin de compte, voilà, et des dépôts minéraux qui s'accumulent. Donc, alors, c'est un peu, apparemment, c'est une particularité pour qu'il le mentionne, pour que ce soit assez pertinent, et qu'il c'est pas le genre de personne à dire des choses comme ça dans le vide. Et effectivement, il y a des dépôts minéraux, notamment dans les rivières, notamment au fameux Rio Tinto, d'où venaient les mines qui sont connues depuis, exploitées depuis la plus haute antiquité. Et la présence de ces métaux se retrouve donc dans les rivières qui traversent les régions où il y a tous ces métaux dans toutes ces montagnes, puisque les rivières descendent des montagnes, hein. Eh bien, ça rend la présence de ces dépôts minéraux assez importante, notamment dans la vallée du Rio Tinto. Donc, là où il y avait toutes ces mines qui ont été exploitées pendant des milliers d'années, jusqu'à il y a encore 20 ans. Donc vous voyez d'ailleurs la couleur des montagnes, hein, où vous avez tous ces dépôts minéraux qui s'accumulent et qui descendent dans les rivières, qui vont grossir les fleuves, et vous les retrouvez ensuite en termes de dépôts minéraux dans la plaine, hein. Ouais, ça c'est un dépôt minéral qui est au bord du fleuve dans la plaine, et qui fait des dépôts de toutes les couleurs, donc du blanc au rouge, en passant au blanc, aux bruns les plus clairs, aux bruns les plus foncés. Et donc ça donne cette couleur rougeâtre un petit peu, un peu de couleur de rouille en fin de compte, puisque les métaux, certains rouillent aussi, notamment le fer. Ça donne cette couleur rougeâtre et ce nom au Rio Tinto, puisque vous savez que comme le vin rouge se dit vino tinto en espagnol, eh bien Rio Tinto, ça veut dire le fleuve rouge. Et cette couleur, elle provient donc de ce qu'on appelle la météorisation des métaux, qui est contenue dans l'eau des fleuves qui descendent de ces montagnes et vont se déverser dans l'océan Atlantique, et qui se transforment donc dans des dépôts minéraux qui sédimentent, grâce à la décomposition des bactéries, des métaux par des bactéries. Donc si l'Atlantide avait des dépôts minéraux, eh bien l'Andalousie en a aussi. Alors, en matière de géologie, en matière d'eau, Platon parle de sources chaudes et froides qui sont gorgées de minéraux au pays Atlante. Alors, on a vu que les minéraux dans l'eau, eh bien, on vient d'en voir. Il y en a dans le Rio Tinto, qui est sur la carte de l'Andalousie. Ici, le Rio Tinto, c'est au nord de Huelva, c'est ces eaux-là, donc qui descend de ce côté-là.
juste au nord de Cadix, c'est pas très loin, ça se trouve dans la province d'Andalousie. Et donc, ici, je vous ai mis une carte, en fin de compte, des principales sources thermales. Alors vous allez me dire, oui, mais les thermes, c'est pas forcément des sources froides, pas forcément des sources chaudes non plus. Mais en tout cas, ça vous donne une idée que ce pays-là, donc de par sa localisation, avec une cordillère bétique qui va jusqu'à l'Atlas et qui est soumis à des mouvements de plaques tectoniques assez importants, eh bien, il comporte des sources thermales et qu'en général, quand il y a des sources thermales, et vu le nombre qu'il y a, vous voyez bien que normalement, il doit y en avoir qui doivent être des sources d'eau froide et des sources d'eau chaude. Vous allez dire, oui, mais vous m'avez dit que euh, Atlantis et l'Atlantide, ce serait du côté de Cadix. Alors effectivement, tout à fait. Donc, est-ce qu'il y en a à Cadix aussi? Mais en tout cas, il y en a en Andalousie énormément, comme on peut le voir. Et on retrouve un texte de Posidonios qui écrit que à l'Héracléion à Cadix, c'est-à-dire le temple d'Héraclès ou le temple de Melkart, c'est-à-dire celui qui est sur l'île de, de Sancti Petri, qu'on a vu, où il y a les fameuses colonnes qu'on a retrouvées, où par devant lesquelles devaient passer les navigateurs, et devaient même peut-être s'arrêter pour faire des vœux, ou pour remercier le dieu de lui avoir accordé une bonne navigation, ou tout un tas de choses qui lui étaient arrivées de bénéfiques dans sa vie. Euh, eh bien, Posidonios, il écrit que dans cet Héracléion à Cadix, donc le temple d'Héraclès, ou de Melkart, eh bien ce temple possède deux sources, en plus des deux colonnes. Et qu'il y en a une troisième à la ville de Cadix. Donc voilà, alors il précise pas si il y en a une d'eau froide, une d'eau chaude, mais en tout cas, rien que sur cette île-là, il y en a trois qui est signalée par Posidonios, rien que sur la petite île de Cadix, et qui serait en face de Tartessos ou de l'Atlantide, tel qu'on l'a défini tout à l'heure. Donc en tout cas, c'est un. Si ça n'est pas une preuve, puisque apparemment sur place, on retrouve encore et je crois il y en a encore une qui est identifiée de ces sources. Les autres, je ne sais pas si elles ont été identifiées, il faudrait chercher, mais en tout cas, ça fait quand même un ensemble de critères qui concordent pour dire que en Andalousie, il y a des sources minérales, donc, et des sources donc d'eau chaude ou froide qui sont, en tout cas, elles sont gorgées de minéraux, comme on l'a vu, les eaux en Andalousie, et qu'il y a des sources donc thermales, donc normalement des sources qui doivent être gorgées de minéraux, et qu'en plus, dans les textes anciens, y compris dans le temple d'Héraclès, il était connu qu'il y avait deux sources, comme dans l'Atlantide. Donc, et si l'Atlantide est dans ce coin-là, eh bien, bon voilà, je vous laisse juge, hein. Alors maintenant, un sujet un peu plus délicat, un peu plus difficile, c'est que Platon parle de canaux d'irrigation tous les 18,5 km. Hein, tout ça en stade, donc vous ferez la transcription, alors un peu plus, un peu moins, entre 15 et 20. Il est possible qu'il y ait eu des canaux d'irrigation en Andalousie. Dans tous les cas, je peux vous dire que pour avoir regardé des cartes précises en détail de l'Andalousie et surtout en face Cadix, je peux vous dire que j'ai rarement vu un endroit où il y avait autant de canaux d'irrigation. Donc, je dirais même que s'ils disent qu'ils sont tous les 18,5 km, en face Cadix, on est assez tranquille, hein. Il y en a plus que ça, hein. Il y a des canaux d'irrigation plus que tous les 18,5 km. Après, si c'est sur tout le territoire de l'Andalousie, c'est plus délicat. En revanche, ce qu'on peut regarder, c'est le réseau hydraulique, pour faire le parallèle. Et on peut imaginer que peut-être que pour Platon, le réseau hydraulique avec le Guadalquivir qui quand même balaye l'ensemble de la plaine pour se déverser, juste à côté d'Atlantis, voire dans le golfe d'Atlantis, puisqu'Atlantis devait être une somme d'îles en fin de compte qui était à l'embouchure du Guadalquivir et du Guadalete, que je vous ai mis en clair ici, hein, de chaque côté. En fin de compte, on peut imaginer que peut-être la distinction entre canal, fossé, rivière, fleuve n'était peut-être pas aussi précise qu'aujourd'hui en termes de terminologie. D'ailleurs, j'en veux pour preuve le fait que, il parle d'un fossé,
en fin de compte. Et donc pour Platon, ce fossé, l'origine humaine, elle est peu crédible, hein. Il le dit clairement. Donc globalement, en gros, il dit, bon, ils nous font croire qu'ils ont creusé des fossés, mais en fin de compte, c'est plutôt des rivières et des fleuves, c'est des choses qui sont plutôt naturelles. Et il parle de ce fossé sur le pourtour. Donc le pourtour, c'est-à-dire qu'effectivement, le Guadalquivir, là on le voit pas, mais il est juste, il est collé à la Sierra Morena qui est au nord de la plaine andalouse. Et en fin de compte, c'est ce qu'il appellerait ce fossé, et qui dit que pour lui c'est pas un fossé, donc si c'est pas un fossé, c'est que c'est une rivière ou un fleuve. Et il fait le tour. On peut imaginer qu'avec les autres affluents, vous voyez, on peut quasiment presque faire un tour. Ici il manque un petit bout, mais ça refait le tour jusqu'au Guadalete. Vous voyez. Donc effectivement, on peut imaginer que dans l'esprit des gens, eh bien, on pouvait faire le tour euh, de, de l'Atlantide, hein. Et que ces fossés, il parle aussi, il dit que ces fossés, donc, qui ne seraient pas d'origine humaine, hein, qui seraient donc des rivières sûrement, eh bien, ils se rejoignaient dans la ville d'Atlantis. Voilà. Donc, ces fossés qui feraient le tour. Alors ici, le Guadalete, lui, il longe la Sierra du sud, le Guadalquivir longe la Sierra du nord. Donc on peut imaginer que ces fossés se rejoignaient dans la ville d'Atlantis, vous voyez, de côté, pour aller ensuite se jeter dans la mer, ce qui est le cas. Donc c'est des fossés qui jettent dans la mer, s'ils ne sont pas d'origine humaine, comme le dit Platon. Chez moi, ça s'appelle des fleuves. Mais bon, voilà. Et donc ce fossé ou ces rivières qui se rejoignent pour former le fleuve ou le fameux canal jusqu'à la mer, ce fossé, en fin de compte, ce fossé qui ferait le tour, c'est peut-être, on peut l'expliquer, qui pour Platon n'est pas d'origine humaine, donc ce sont des rivières naturelles, hein. Eh bien, c'est peut-être le Guadalquivir et le Guadalete, tels qu'ils sont indiqués ici, en Andalousie. Donc il y avait aussi, il faut préciser quelque chose, c'est que pour Platon, il y avait aussi des tranchées qui partaient de la partie haute de la ville d'Atlantis vers le fossé. Donc, ce fossé qui ensuite partait vers la mer. Donc en gros, vous aviez deux fossés. Vous avez un fossé qui faisait tout le tour, soi-disant, de la plaine, hein, et que là où il arrivait au niveau d'Atlantis, il y avait un grand fossé qui, lui, les deux fleuves se rejoignaient par tout un tas de, sûrement au travers des îles, comme on a vu dans une des diapositives au tout début, et que ce fossé allait ensuite se déverser à la mer. Et ce fossé, donc, central, ce dernier qui allait se jeter dans la mer, il servait avec les parties hautes qui partaient de la ville, de la partie haute de la ville, ces tranchées qui partaient de la ville haute, permettaient d'évacuer le bois, qui devait être sûrement coupé, j'imagine, et qui était situé sur le fameux bois sacré qui était situé en haut sur la partie haute de la ville d'Atlantis. Voilà. Pour aborder la partie relative au golfe comblé, et donc aux marées d'Atlantis, bien au golfe Tartésique, tout ça sont un petit peu des synonymes. Euh, c'est une partie un peu plus technique. Donc à gauche, je vous ai mis une carte de la situation géographique du golfe de Cadix. On voit Cadix qui est ici, sur la carte. Vous voyez la position par rapport à l'Espagne, on est dans le sud, hein, toujours. Et donc c'est la côte telle qu'elle existait à l'époque romaine. Donc on voit déjà que le golfe de Cadix est un petit peu comblé, hein. On voit que au jour d'aujourd'hui, la côte est totalement fermée ici, et on a le Guadalquivir, le fleuve, qui serpente en fin de compte dans des marais plus ou moins profonds. Donc on voit cette carte qui retrace un petit peu la morphologie d'ensemble. Et ce qu'on peut dire, c'est que Platon nous indique que
Il y avait un golfe qui était orienté nord-sud et que en Atlantide, la présence de golfe était très importante. Euh, ce golfe a existé jusqu'à la période romaine en tout cas, puisqu'on a retrouvé des écrits, des traces, mais il a été comblé par la suite au fil des ans, hein. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on retrouve des traces d'écrits qui ont été faits par Festus Avienus, un Romain, dans un écrit assez célèbre qui s'appelle Ora Maritima, où il décrit un petit peu les côtes. Et donc, il dit que il parle du golfe de Cadix, qui se trouve donc face à l'embouchure de l'antique fleuve Anna, qui est aujourd'hui le fleuve Guadiana. Donc le fleuve Anna, à l'époque, c'est le Guadiana. Vous avez le Tinto qui est par ici, qui est à droite là. Vous avez le Guadiana qui est à gauche, hein, dans l'embouchure de la ville de Huelva, dont on a parlé déjà au sujet d'une hypothèse imparfaite. Et donc il parle de ce golfe et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle du golfe du fleuve Anna, donc qui est le Guadiana, qui est ce fleuve-là. Le fleuve Anna, il coule à travers le pays des Quinettes, hein, des Cinettes, où il se trouve un lit profond, donc voilà, donc, bien. Et plus loin, s'étend un nouveau golfe. Ok, d'accord. Et il dit que globalement, la côte, donc il parle de la côte, c'est la côte, il parle de toute la côte, hein, globalement. La côte, elle décrit un arc, en fin de compte, dont la partie creuse regarde le midi. Oui, donc il y a une partie creuse qui forme un arc, la partie creuse regarde le midi. Ça correspond. Et l'Anna se fend alors en deux branches. Donc apparemment, ici, le Guadiana avait une embouchure un peu en delta, hein, ce qui se donnerait un Y en plus inversé, ce qui vient infirmer, si à l'époque romaine il y avait ça, c'est-à-dire que donc, auparavant, ça j'imagine, existait aussi un petit peu moins. Donc l'Anna se fend en deux branches, mais à travers les eaux épaisses du golfe. Donc il parle des eaux épaisses du golfe. Donc ce golfe qui est orienté au sud a des eaux épaisses. Alors des eaux épaisses, ça veut dire quoi? En fin de compte, c'est toute la mer à cet endroit est chargée de vases. C'est ça, une eau épaisse, ça peut être que ça. Et donc il traîne péniblement ces ondes. Là, s'élèvent au milieu des airs les sommets de deux îles. La plus petite n'a pas de nom, l'autre a toujours porté celui d'Agonis. Alors Agonis, il faut pas être bien clair pour voir ce que ça veut dire, hein, Agonie, Agonie, c'est avant la mort. Voilà. Et c'est ce que dit un peu Festus Avienus. Donc vous voyez que Festus Avienus, il parle toujours, comme Platon, d'un golfe qui est orienté au sud, hein, avec le golfe Tartésique que l'on voit ici qui est orienté au sud. On voit l'île de Cadix, hein, et l'embouchure du Guadalete ici, qui va beaucoup plus loin. On voit déjà les premiers canaux qui existent, les liens qui font de cette partie une île à l'époque romaine encore. Donc, euh, donc cette carte du golfe de Tartessos, elle est tirée, la source est l'UNESCO, et c'est une carte qui a été tirée de la mission Ramsar, numéro 70. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose d'assez sérieux. Donc ça correspond à la description de Platon, puisqu'il parle aussi d'un golfe orienté au sud, en Atlantis, avec un golfe orienté au sud. Dans tous les cas, le golfe est orienté au sud, sud-ouest, on va dire, si vous voulez. Euh, Ce qu'on peut dire aussi, c'est que depuis, le golfe Tartésique s'est comblé, mais le Guadalquivir serpente et arrive euh, à cet endroit, et que par rapport à tout ce qui charrie et à la présence du golfe et à sa disposition, ça en fait toujours une entrée de fleuve qui est extrêmement pénible, périlleuse à pratiquer, hein, parce que elle est réputée pour être une passe qui est navigable, mais avec des barres sableuses qui sont extrêmement dangereuses, où il y a énormément de bateaux qui se prennent, les naufrages ne se comptent plus. Il faut la désensabler si on veut qu'elle reste praticable très régulièrement, la modifier. Il y a des études qui sont permanentes pour savoir comment elle évolue. Et donc, on voit d'ailleurs l'étendue du golfe qui déjà s'était comblée par rapport
au millénaire précédent et qui a donc continué. Donc on peut imaginer que ça devait, euh, ça devait être quelque chose de difficilement praticable de par la longueur et ce que peut charrier le fleuve Guadalquivir. Mais si en plus vous avez un tsunami qui charrie énormément de choses, on peut imaginer que ça n'a pas dû aider les choses dans l'Antiquité et que ça a dû faire du golfe de Cadix un endroit qui était difficilement praticable. On pouvait en tout cas y accéder jusqu'à Cadix, mais ensuite on tombait sur ce golfe et les parties qui avaient dû être énormément touchées par les différents tsunamis qui ont dû se dérouler dans l'Antiquité, sur lesquels on reviendra dessus d'ailleurs. Donc ce golfe, eh ben, il se situe juste après les colonnes d'Hercule. Hein, ben, c'est quelqu'un, hein, vous avez Cadix qui est là, donc Sancti Petri, les colonnes, ben, c'est juste après, hein, il n'y a même pas 50 km. Donc ça accrédite aussi la thèse, il faut en parler, d'une localisation de, de Tartessos sous l'Atlantis qui se situerait, c'est pour ça que Schulten l'a cherché dans cet endroit-là, qui se situerait donc sur ces bancs de sable initiaux dans ces eaux-là, dans le parc naturel et national de la côte de Doñana. Donc voilà, en fin de compte, pour en parler un petit peu l'origine, mais ça ne discrédite pas la présence de l'Atlantis et de Tartessos sur cette île à l'entrée, puisqu'elle est encadrée toujours par les deux fleuves, comme le dit Platon. Elle est à côté du golfe de Cadix, du golfe orienté au sud, du golfe Cadix qui regarde au sud, du golfe de Tartessique qui regarde au sud, même si c'est un sud-sud-ouest, c'est quand même plus au sud. Hein. Euh, voilà, on retrouve le Y de l'époque, donc qu'on a vu sur les cartes égyptiennes, hein, avec l'île de Cadix à gauche. Voilà. Euh, donc ça aussi, on retrouve les éléments dont parle Platon dans son texte. Alors, quelle est l'origine un petit peu de cet estuaire? Parce que bon, cet estuaire qui s'est comblé, qui s'est développé, d'où vient-il? Un petit peu qu'on fasse un petit peu son historique pour savoir, hein, en fin de compte, à quelle vitesse ça se comble, etc., etc. Donc, sur le blog de Pedro Oña, on peut trouver donc des dessins qui montrent l'évolution de la plaine du Guadalquivir, en fin de compte, qui est comprise entre deux plaques. Et on voit qu'au départ, en fin de compte, c'est un bras de mer. L'Andalousie est sur un bras de mer. On voit ici la côte sud de la côte andalouse, hein, et c'est un bras de mer continu hein, qui existe en tout cas à peu près au Miocène intermédiaire, moyen, aux alentours de 22 millions d'années. Ensuite, ce bras de mer va un petit peu évoluer, il va plus ou moins se combler, se déformer avec la création de petites îles il y a 18 millions d'années, au Miocène supérieur, dans sa moitié. Et puis, vous voyez qu'il se constitue vraiment en golfe important, avec, on voit ici les plissements sous la pression de l'Afrique, de la Sierra Morena au nord, c'est au Miocène et au Pliocène, à la transition entre les deux ères, il y a 11 millions d'années. Et puis on voit qu'il y a 4 millions d'années, Pliocène supérieur, eh bien, ça y est, les chaînes de montagnes et le plissement est constitué au nord par la Sierra Morena, et que le golfe donc qui s'oriente plutôt vers et l'ouest et le sud est encore très ouvert avec des poches et des restes des plissements antérieurs. Et puis au quaternaire, il y a 1,5 million d'années, il va commencer à prendre sa formation définitive avec la chaîne le Guadalquivir qui va se jeter dans un très très grand estuaire, un très grand golfe, orienté au sud et à l'ouest, et jusqu'à l'époque actuelle où on voit aussi au quaternaire le début de la formation de la chaîne bétique qui remonte, hein, qui va faire un deuxième plissement et qui va entourer complètement, on le voit ici, la plaine andalouse, avec les restes de cet estuaire qui était orienté à l'ouest et au sud, cet estuaire qui va uniquement rester orienté au sud, c'est ce qu'on peut voir d'ailleurs au jour d'aujourd'hui. On voit que les derniers marais du Guadalquivir sont orientés vers le sud, il n'y a aucun problème. Sur une carte, vous pouvez aller voir. L'embouchure du Guadalquivir est plutôt à l'ouest aujourd'hui, mais
les marais qui restent à l'intérieur, ils sont clairement orientés plutôt vers le sud. Voilà. Donc voilà un petit peu l'historique de la formation de la plaine andalouse et de son estuaire et du golfe Tartésique, du golfe de Cadix, essentiellement dans sa partie sud. Alors on va faire de nouveau un petit zoom sur ce golfe de Cadix avec son golfe Tartésique, hein. Et on va zoomer, donc on en était au Quaternaire, il y a 1,5 million d'années, on avait vu un petit peu l'ère actuelle. Mais pour zoomer un peu sur les derniers éléments de l'évolution de ce golfe, on a une carte qui vient du professeur Francisco José Barragan de la Rosa et qui nous fait étalage de la géologie du golfe Tartésique et qui nous prend deux périodes qui nous intéressent, celles qui sont à 100 000 ans. On voit que le golfe Tartésique est plutôt orienté à l'ouest et au sud, hein, ici, continuité, avec la grande île qui est au nord de l'île de Cadix, hein, vous voyez, qui est détachée complètement, hein. On retrouve ici l'estuaire, vous voyez sur mon curseur, l'estuaire du Guadalete, hein. Ici, l'estuaire du Guadalquivir, qui se jette dans le golfe Tartésique, qui est orienté plutôt à l'ouest. Et ici, les canaux qui font le tour, la branche, en fin de compte, du Guadalquivir, qui descend, qui fait le tour, qui va rejoindre le Guadalete pour se jeter dans l'océan Atlantique au niveau de Cadix, au niveau de Puerto Santa Maria. Donc, et ça c'est il y a 100 000 ans, donc c'est en gros au début euh, dans les débuts d'Homo sapiens. Et donc, ça c'est une autre carte, il y a donc à 4000 ans avant Jésus-Christ, au quatrième millénaire avant Jésus-Christ. Eh bien, ce professeur nous indique donc la constitution, vous voyez, les remblaiements qui sont faits par les fleuves qui descendent des chaînes qui se trouvent au nord de la plaine andalouse, vont venir combler petit à petit et rétrécir le golfe Tartésique, constituer le golfe, la courbe du golfe de Cadix qu'on connaît aujourd'hui, avec ici, on va retrouver au jour d'aujourd'hui la branche la plus au sud du parc de Doñana. Et ici, on voit que il y a donc 4000 ans, on voit que se comble, en fin de compte, au fur et à mesure, le canal méridional, le canal qui se jette au sud du golfe de Cadix, qui va rejoindre le golfe lui aussi qui s'est comblé du Guadalete, hein. Donc tout ça, ça se comble. Le Guadalete, lui, va maintenir on va dire, son trajet vers l'ouest. Il va parcourir cette bande de sable, pendant que le Guadalquivir, lui, va rester au nord. Et c'est ce qui fait que Platon indique donc que, lorsqu'il écrit que Atlantis était entouré par deux fleuves, c'est ce qu'on retrouve dans d'autres écrits d'ailleurs. Donc vous avez Guadalquivir qui est ici, qui va jeter, c'est ce qu'on retrouve encore aujourd'hui, qui va prendre un cours qui va être un petit peu plus vers l'ouest, même si le golfe est orienté plutôt au sud-sud-ouest. Et ici, donc, vous voyez la partie qui va se combler autour de cette île principale qui est juste en face Cadix, hein, et qu'on va retrouver régulièrement. Voilà, donc encore une fois, je vous montre vous avez le Y, hein, qu'on trouve sur les cartes égyptiennes, hein, qui va ici, qui est passé avec le temple, les colonnes d'Hercule qui sont là, hein. Donc voilà pour zoomer sur cette période-là. Alors pour continuer de parler de ce fameux golfe qui aurait été comblé et que décrit Platon, maintenant on va encore un petit peu plus revenir sur notre époque actuelle. Vous voyez qu'au jour d'aujourd'hui, toujours dans ce golfe de Cadix, ça c'est l'embouchure du golfe du Guadalquivir, du fleuve Guadalquivir, fleuve principal d'Andalousie. Et vous voyez qu'on voit même par satellite donc, eh bien, tous les dépôts, tout ce qui charrie, tout ce qui se dépose au fond de la mer et qui en fait une passe extrêmement difficile à manœuvrer. Euh, il existe tout un tas d'articles là-dessus avec tous les naufrages, les différentes passes. Enfin, vraiment, c'est un endroit extrêmement délicat qui est chargé de limons, de sable, de passages, de profondeurs diverses et variées. Donc, ça en fait vraiment quelque chose d'extrêmement délicat à franchir.
pour revenir à ce que dit Platon sur ce golfe comblé et sur donc cette fameuse barre, la Broa des Sanlúcar ou la barre de Tartessos. Donc ici, c'est l'île, hein, qui a été rattachée au continent par les fameuses alluvions qu'on a vues tout à l'heure dans la fameuse carte du professeur espagnol. Donc on revient un petit peu sur les écrits de Platon. Et Platon, qu'est-ce qu'il dit? Il en dit que l'île Atlantis, elle est disparue sous la mer. Alors, ça veut dire quoi? Ça peut être un tsunami, ça peut être aussi un effondrement de terrain, pourquoi pas? Ça peut être beaucoup de choses. Mais aussi, depuis ce temps, la mer est-elle devenue inaccessible? Donc apparemment, ça a quand même pas mal bougé. Et a-t-elle cessé d'être navigable par la quantité de limon que l'île abîmée a laissé à sa place? Donc ça veut dire que apparemment l'île a été engloutie par cataclysme à définir et que donc ce cataclysme a laissé, comme on l'a pu le voir lors des tsunamis par exemple de Fukushima, on a vu le nombre de sédiments, le nombre de choses qui sont charriées par les tsunamis, c'est assez impressionnant. On peut imaginer que ça a pu combler une partie donc du golfe Tartessique qui existait et que derrière, bah, le fleuve en a rejeté une partie à la mer et donc tout ça, ça a brassé énormément de matière et que ça a dû rendre bien évidemment, comme l'ont dit tous les auteurs qu'on a pu voir depuis quelques diapositives, ça a dû rendre la mer assez impraticable pendant quelques décennies, même quelques centaines d'années peut-être. Dans cette partie-là, en tout cas, ça a dû combler des terres, ça a dû combler des parties aquatiques par des terres, ça a dû les empêcher de naviguer plus profondément, plus à l'intérieur, comme ils en avaient l'habitude. Alors le sinus Tartessus, ou bien c'est en fin de compte c'est comme ça que l'appelaient les Romains, c'est le golfe de Tartessos. Il est comblé depuis bien longtemps, en fin de compte, et donc il est impraticable, sauf le lit du fleuve, en fin de compte, qu'on peut remonter un petit peu. Mais donc son embouchure, comme on l'a vu, bah, comme vous pouvez la voir, elle est extrêmement difficile à pratiquer. Vous pouvez aller sur internet et chercher, vous allez voir, il y a tout ce qu'il faut à ce niveau-là. Et elle est source donc encore de très nombreux naufrages, de difficultés. Elle a provoqué cette embouchure du Guadalquivir, 218 naufrages entre 1740 et 1854. Donc en un siècle, il y a pratiquement deux naufrages par an. Et donc, et pas des petits, hein, des galions, à l'époque c'était des bateaux, hein, c'est pas des bateaux de plaisance, hein, donc en 1740 et 1854, hein, c'est pas de l'optimiste, hein. Donc ça montre bien les dangers du franchissement de la barre de Sanlúcar et de ses hauts fonds. Alors pour conclure sur les aspects géologiques d'Atlantis et de l'Atlantide, il y a quand même une question qui est quand même cruciale, c'est Atlantis, alors c'est une île, c'est un continent, c'est une ville, c'est un ensemble de pays, c'est un peu compliqué. Alors, si on veut se focaliser sur le texte de Platon comme référence principale, Platon il utilise qu'un seul terme, c'est Atlantis Nessos en grec. Alors le terme de Nessos, qu'est-ce qu'il veut dire? Le terme de Nessos, il veut dire plusieurs choses qui peuvent correspondre à plusieurs terminologies qui est variée. Ça signifie que c'est une île, ça signifie que c'est un promontoire, c'est une péninsule, ce sont des côtes, ce sont des terres entourées de lacs et de rivières ou de sources. Donc vous voyez que cette terminologie d'Atlantis Nessos, qui est la seule employée par, par Platon, elle recouvre un ensemble de choses qui, ce n'est pas qu'une île, ce n'est sûrement pas un continent, en fin de compte, ça représente en fin de compte un territoire qui apparemment est sûrement proche de l'eau, une nature maritime ou en tout cas avec de l'eau d'une façon importante et que cette terre, en étant plus ou moins entourée à proximité, d'une façon ou d'une autre. Au passage d'ailleurs, en Atlantis Nessos, on voit qu'il y a le terme de péninsule hein, et que c'est le même qui est employé pour l'Espagne puisqu'on parle de la péninsule espagnole. Donc voilà.
Ce qu'on peut aussi en dire, c'est que la proximité d'Atlantis avec la mer ne fait aucun doute, puisque dans le texte de Platon, il dit bien que le canal principal, il est à moins de 10 km de la mer et qu'il se jette dedans. Donc voilà, vous savez, il y a les deux canaux les deux fossés qui font le tour et qui se rejoignent dans l'Atlantis. Et à partir de là, ils forment un canal principal qui se jette dans la mer. Donc Platon n'évoque pas l'île d'Atlantis comme un continent, donc, mais en fin de compte, il précise que c'est les îles Atlantes qui étaient très proches du continent. Voilà. Alors, il faut noter ici cette céramique hein, qui provient d'une ville, la ville de Raën, qui est à l'est de la plaine andalouse, où on retrouve donc, en fin de compte, les trois anneaux concentriques de- sur son pourtour de la ville d'Atlantis, hein, et où il y a 9 fois ces cercles représentés. Hein. Donc, vous savez qu'Atlantis, il y avait les 10 villes atlantes où régnaient les 10 rois, et dans la 10e régnait le roi des rois, en gros, le roi Atlante, hein, fils aîné de Poséidon et de Clito. Et donc, on a retrouvé à Raën, donc, cette ville à l'est de l'Andalousie, cette poterie, donc, avec ces 9 symboles donc, qui peuvent ressembler à la ville d'Atlantis, comme on peut le voir ici, hein, et qui représentent, on peut imaginer que ça représente le plan de la ville d'Atlantis. Et on a retrouvé ces symboles un peu partout en Andalousie, hein, avec le professeur Georges Diaz Montechano, qui en a retrouvé énormément. On en retrouve d'ailleurs même ailleurs en Espagne, hein. Euh, on en retrouve dans le nord de l'Espagne, dans les Asturies, dans les montagnes cantabriques. On en retrouve sur la côte de Galice, à côté de l'Atlantique. On en retrouve donc, y compris à l'est de l'Andalousie, donc à l'est de l'Espagne aussi. Donc, vous voyez que c'est un symbole répandu et qui ressemble fortement à la morphologie et au portrait robot de la ville atlante. Alors, pour cette dernière partie géologique, donc on revient sur l'aspect de Raën, cette ville donc, qui est située à l'est de la plaine andalouse. Donc, vous voyez à cet endroit-là, sur la carte de l'Espagne. Vous voyez les ruines qui ont été retrouvées donc, de cette ville en- à l'est d'Andalousie. Et ici, vous voyez en fin de compte le plan de cette ville, de ce quartier qui a été retrouvé sous ce quartier qui était en fin de compte en train d'être réhabilité pour construire des immeubles. Ils ont fait des fouilles et ils ont retrouvé un plan complètement concentrique avec, vous voyez, un, 2, 3, 4, 5 anneaux et un sixième partiel, en fin de compte, qui était pour certains comblé par de l'eau, qui était fortifié avec des tours, vous voyez, comme on le voit ici. Ici, vous voyez des restes de la muraille avec des tours, vous voyez, qui sont rondes, hein. Donc, ici, vous voyez l'eau qui arrive au bord, dans une espèce de canal. Donc, alors, est-ce que ça devait combler un fossé j'en sais rien, mais en tout cas, vous voyez un plan. Et ici, vous voyez une vue d'artiste hein, de la ville atlante de Raën, on peut dire ça, hein, ça doit sûrement être une des villes atlantes, hein. Et donc, c'est une ville ibère du 4e millénaire avant Jésus-Christ qui a été découverte et qui a été fouillée en 2010 dans un quartier de Raën à l'est de l'Andalousie. Donc, et les fouilles, elles ont mis à jour une ville constituée de plusieurs anneaux concentriques entouré de fossés d'eau. Donc il y avait une muraille qui entourait le quatrième anneau. Donc 1, 2, 3, 4, ici il y avait une muraille qui entourait cet anneau. Et le dernier des anneaux reprenait le cours du lit de la rivière locale. Donc vous voyez ici le dernier anneau, là, celui-là, il suit l'anneau de la rivière locale. Et on y a trouvé donc, pas très loin, on a trouvé la poterie que vous avez vue juste avant avec les symboles, donc Atlante sûrement, qui constituait sûrement l'architecture de ces villes, hein, qui était une architecture donc sous forme de cercle. Alors, on revient un petit peu sur les îles. Donc, on a parlé du golfe, on a vu les fossés, on a vu
tout ce qui constituait la géologie, la terminologie qui était employée avec la péninsule, les marais, la côte, Atlante. On a vu l'orientation plutôt au sud du golfe Tartésique. On a vu pas mal de choses. Et Platon, il parle donc des îles qui sont très très proches du continent. Il fait état de plusieurs îles atlantes qui seraient très très proches les unes des autres et aussi du continent. Donc c'est ce qu'on a vu dans les précédentes cartes. On a vu quand même pas mal d'îles qui étaient extrêmement proches, avec toute leur évolution géologique. Donc on voit bien qu'il y a plusieurs îles qui sont extrêmement proches du continent. Et c'est le seul moment où Platon va faire référence à un continent. Donc il parle d'îles qui sont très très proches d'un continent. Et qui en l'état, ça ne peut être que l'Europe ou l'Afrique du Nord, parce que si les Atlantes sont après les colonnes d'Hercule, qu'elles soient à Gibraltar ou à Cadix, quelles que soient les croyances, quels que soient les doutes qu'on en a sur ce qu'on vous a présenté, dans tous les cas, ça ne peut être que sur l'Atlantique. euh, et donc, bien, bon, je vous les juge, hein, ça ne peut être que des îles qui sont proches de ce type de ces deux continents, l'Afrique de l'Ouest ou l'Europe de l'Ouest. Alors, je vous en ai mis quelques-unes hein, de ces îles qui sont très très proches. Alors, il y en a qui sont très proches du continent, il y en a qui sont très très loin, hein, les îles du Cap-Vert, Canaries, Madère, c'est à plusieurs centaines ou milliers de kilomètres pour certaines. Vous en avez qui en Espagne sont beaucoup plus proches, les îles Siès, l'île de Saltes à côté de Huelva, l'île de Cadix à côté de Puerto de Santa Maria et de sûrement Tartessos, différentes thèses de Tartessos. Vous en avez en France avec l'île de Groix, l'île de Ré, l'île d'Oléron, vous avez les îles Scilly, hein, l'île de Man même, j'aurais pu mettre en Angleterre. Vous avez l'île d'Irlande qui est un peu plus grosse, donc on pourrait trouver une plaine éventuellement, mais c'est pas le cas, il n'y a pas de plaine en Irlande, c'est des montagnes, il n'y a pas de plaine de la taille de l'Andalousie. Et donc les deux îles de Cadix et de Léon, pour revenir un peu à notre thèse, elles sont à moins de 200 mètres du continent, hein. Donc pour des îles qui sont très très proches, c'est difficile de faire quand même mieux. Elles sont à 200 mètres du continent d'après Strabon dans sa géographie, donc à l'époque antique, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est des îles qui sont reliées au continent. Elles sont même plus à 200 mètres, elles sont carrément elles sont sur le continent, quoi. L'île de Cadix, vous n'avez pas besoin de prendre le bateau pour y aller. Voilà, vous êtes sur le continent. L'île de Cadix est donc la plus proche des colonnes d'Hercule du temple d'Hercule Melkart, hein, comme on a pu le voir. C'est la plus principale. Et si, je rappelle encore une fois que Platon dit que l'Atlantide est juste après les colonnes d'Hercule. Si en fin de compte Platon il ne dit pas que l'Atlantide est là où il y a les colonnes d'Hercule, il dit que c'est juste après. Hein. Donc c'est pas Cadix, ça peut pas être Cadix, qui en plus a été fondé par des Phéniciens, soi-disant. Donc voilà. Et en plus, le golfe Tartésique, il comprenait plusieurs îles en fonction des périodes géologiques, comme on a pu le voir, notamment une principale qui est juste en face de celle de l'île de Cadix, et qui était très très proche de l'embouchure du Guadalquivir et du Guadalete, les deux fleuves qui devaient encadrer la ville d'Atlantis. Donc, et son comblement alluvial devait le rendre de plus en plus difficilement praticable, comme mentionne aussi Platon, qui dit que à l'époque, il devait y avoir le golfe, en fin de compte, où se trouvait l'Atlantide, a été de plus en plus impraticable à la navigation. Donc voilà un petit peu. L'île de Cadix et l'île de Cotinoussa, elles étaient à quelques centaines de mètres du continent toutes les deux, et je crois que ça en fait aussi un argument. Tout ça, ça fait des critères, un faisceau d'indices qui convergent toutes vers la localisation que je vous propose.